secondes. Un monde sans supermarché, sans pub à la télé ou sur les réseaux et sans marque. Ça paraît complètement dingue, non? Et pourtant, ce monde-là, il existait il y a à peine quelques générations. En fait, notre vie de consommateur, c'est une invention super récente. Alors comment on en est arrivé là? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien piger ce changement radical, il faut imaginer deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la société de production, en gros, les gens produisent ce qu'ils consomment, et de l'autre, notre société, la société de consommation. On consomme des choses qu'on ne produit pas du tout nous-mêmes. Ce qui est fou, c'est qu'en à peine 200 ans, on a complètement basculé de l'un à l'autre. Il y a 200 ans, la plupart des gens vivaient en autarcie. C'est un mot un peu compliqué pour dire un truc tout simple. En gros, ils subvenaient eux-mêmes à leurs propres besoins. La nourriture venait de leur champ, la maison était faite avec le bois d'à côté, les habits étaient cousus à la main. Il y avait un lien hyper concret, hyper physique avec les objets du quotidien. On savait d'où ils venaient, comment ils étaient faits. Et aujourd'hui, la différence, elle est juste énorme. Prenez un smartphone. Franchement, qui sait comment c'est fabriqué? Qui a une idée d'où viennent les métaux rares qu'il y a dans la batterie? Les objets qui nous entourent sont faits à l'autre bout de la planète par des gens et des entreprises dont on ne sait rien. En fait, on a complètement perdu ce lien. On est déconnecté de l'histoire de nos propres objets. Alors la grande question, c'est comment on est passé de l'un à l'autre? Comment ce grand bouleversement a-t-il eu lieu? Eh bien, il y a deux moteurs principaux qui ont tout changé. Et le premier, c'est un rapport avec la vitesse. Le premier moteur, c'est la révolution des transports. Et là, les chiffres sont juste hallucinants. Imaginez, pour faire un Paris-Marseille en 1650, il fallait 15 jours. Aujourd'hui, c'est 3 petites heures en train. C'est dingue, non? Le monde est devenu minuscule. D'un coup, la distance n'était plus vraiment un obstacle, et les marchandises pouvaient se mettre à voyager super vite et partout. Et le deuxième grand changement, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. L'idée est toute simple. Plutôt que tout le monde fasse un peu de tout dans son coin pour survivre, les régions se sont mises à produire une seule chose, mais en très grande quantité et de manière très efficace. Par exemple, une région faisait du textile, elle le vendait, et avec l'argent gagné, elle achetait sa nourriture, ses outils, bref, tout ce dont elle avait besoin. Ok, mais attendez. Cette nouvelle façon de faire, elle pose un problème gigantesque. Comment faire confiance à un produit qui vient de très loin, fabriqué par un parfait inconnu? Pour que tout ce système puisse fonctionner, il a fallu inventer de toutes nouvelles règles du jeu, de nouveaux outils. Le cœur du problème, c'était vraiment ça, la confiance. Comment être sûr de la qualité d'un truc qu'on ne peut même pas voir ou toucher avant de l'acheter? La solution, comme le dit très bien l'historien Anthony Galuso, ça a été une invention absolument géniale qui a tout changé. La marque. Une marque, en fait, ça a deux super pouvoirs. Le premier, c'est d'être une promesse de qualité. Quand on achète un soda d'une certaine marque, on sait exactement le goût qu'il aura, qu'on soit à Paris ou à Tokyo. Et ça, c'est super rassurant. Et son deuxième pouvoir, c'est de créer un lien émotionnel, un lien affectif. Elle vient mettre un peu de chaleur dans une relation commerciale qui, à la base, est complètement froide et anonyme. Et pour voir à quel point ce pouvoir est énorme, l'exemple de Dove et Axe est juste parfait. Ces deux marques appartiennent à la même boîte, Unilever. Mais regardez leurs univers, ça n'a rien à voir. Dove nous parle de beauté naturelle, de féminisme, tandis qu'Axe joue à fond la carte de la séduction un peu macho. Deux discours totalement opposés, mais à la fin, l'argent y va dans la même poche. Cette déconnexion totale entre nous et la fabrication des objets, ça a un nom un peu barbare, le fétichisme de la marchandise. En gros, ça veut simplement dire que les produits apparaissent dans les magasins comme par magie, un peu comme s'ils tombaient du ciel, sans histoire. On zappe complètement les usines, les gens qui y travaillent, le transport, tout ça. Et c'est pile dans ce vide que la publicité s'engouffre pour nous vendre pas juste un objet, mais tout un rêve qui va avec. L'autre invention de génie de l'époque, c'est le grand magasin, au 19e siècle. Avant, il fallait marchander dans des petites écopes, c'était pas toujours simple. Le grand magasin, lui, il change complètement les règles. On peut entrer librement, juste pour regarder, on peut toucher les produits, les prix sont fixes, affichés, et on trouve tout sous le même toit. Le but ultime, c'est de transformer le shopping en un loisir, une balade, pour bien sûr nous pousser à faire des achats d'impulsion. Bon, on a vu comment le système s'est mis en place. Mais maintenant, voyons les conséquences. Parce que tout ça, ça n'a pas seulement changé l'économie, ça a bouleversé notre vie en société, notre rapport aux autres et même la façon dont on se voit nous-mêmes. Au XIXe siècle, pour la nouvelle classe riche, la bourgeoisie, consommer c'est devenu une façon de montrer qui on est et où on se situe dans la société. Il y a un double jeu en fait. D'un côté, on cherche à imiter les plus riches pour leur ressembler, c'est la filiation, et de l'autre, on veut à tout prix se démarquer des plus pauvres. Ça, c'est la distinction. C'est pour ça qu'un objet de luxe, dès qu'il devient trop populaire, eh bien il perd de sa valeur. Il n'est plus assez distinguant. Il faut bien comprendre qu'à la campagne, l'identité était assez figée. On naissait fils de forgeron, on restait fils de forgeron. Mais en arrivant dans la grande ville,
on devient un anonyme. Et là, tout devient possible. Nos vêtements, notre style, les objets qu'on possède, tout ça devient des outils pour se construire un personnage, une nouvelle identité. Bien sûr, tous ces changements hyper rapides, ça a fait flipper pas mal de monde. C'est ce que les sociologues appellent une panique morale. C'est une espèce de peur collective, souvent un peu exagérée, face à une nouveauté qui soi-disant menace de détruire l'ordre social et les bonnes vieilles valeurs. Et vous voulez un exemple assez fou de panique morale? Eh bien, c'était la bicyclette. Oui, le vélo. À la fin du 19e siècle, des gens très sérieux, y compris des médecins, pensaient que le vélo allait, je cite, « détraquer les nerfs des femmes et les détourner de leur rôle de mère au foyer ». C'est un exemple parfait de comment nos angoisses sur les changements de la société peuvent se projeter sur un simple objet. Maintenant, pour que cette nouvelle culture de la consommation touche vraiment tout le monde, il fallait des haut-parleurs surpuissants. Et ces haut-parleurs, ce sont les médias de masse. Prenons l'exemple d'Hollywood à ses débuts. Le cinéma ne faisait pas de pub directe, mais en montrant non-stop des vies de rêve, des villas immenses, des fêtes incroyables, tout en ne montrant jamais la vie des ouvriers, il a formaté notre imaginaire. Il a en quelque sorte éduqué nos désirs en nous faisant croire que ce mode de vie basé sur l'abondance était l'idéal à atteindre. La publicité, elle, est beaucoup plus directe. Elle nous vend un monde qui n'existe tout simplement pas. C'est un univers parfait, rempli de gens jeunes, beaux, qui rigolent tout le temps, qui font la fête et qui sont super heureux. C'est un matraquage permanent d'images positives qu'on finit par associer au produit. Mais le plus intéressant, finalement, ce n'est peut-être pas tant ce que la pub nous montre que ce qu'elle nous cache systématiquement. Posez-vous la question, a-t-on déjà vu une usine polluante dans une pub? Des conditions de travail difficiles, la pauvreté? Jamais. Voilà, on a vu comment tout ce système s'est construit, brique par brique. Mais pour conclure, c'est super important de voir que ce système est aussi plein de contradictions. Le point crucial, il est là. D'un côté, cette société de consommation nous a apporté un confort matériel et une liberté individuelle incroyable, il faut le reconnaître. Mais de l'autre, elle repose sur des choses beaucoup moins roses. L'exploitation de la main-d'œuvre à l'autre bout du monde et une idée de croissance infinie sur une planète qui, elle, a des limites bien réelles. Alors les vraies questions, c'est à quel prix? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer un autre monde? D'ailleurs, même cette présentation, la façon dont elle est construite, c'est une manière parmi d'autres de raconter cette histoire. La réflexion, elle, reste donc complètement ouverte.